Mais quel est le président qui aurait été assez fou, à ce moment où il était empêtré dans les difficultés, d'accepter de dévaluer sa monnaie de 50%, sinon de 100%, où les produits de base sont déjà augmentés du fait simplement des soubresauts politiques internes, en même temps accepte une dévaluation qui va encore augmenter les prix des denrées de base. Personne ne l'aurait fait. Et bien justement, cette dévaluation a été donc la décision du FMI, qui a demandé donc à la France, qui est donc propriétaire du franc CFA, de procéder à la dévaluation du franc CFA. Sans l'accord du Congo, du président Pascal Lissouba bien entendu, sans l'accord des autres pays africains, nous avons tous été dévalués parce que le FMI estimait qu'il fallait que nous rendions nos matières premières encore beaucoup plus compétitives. C'est-à-dire que nous puissions approfondir, accélérer, rendre encore beaucoup plus fragiles nos économies par l'extraversion. Parce que si nos matières premières coûtent moins cher avec le franc CFA, ça veut dire que nous agrandissons l'exportation de matières premières. Ça s'appelle l'extraversion, tout simplement, de l'économie. Et donc, à ce moment-là, en 94, le pays, évidemment, est en pleine crise, mais il n'y a pas un sursaut national pour dire, mais il n'est pas possible. Quelques mois après, moins d'une année, après la fin de la guerre de 97, qui a été terminée le 15 octobre 1997, en avril, le numéro 67 du Canard enchaîné décrit, force détail, les déclarations de Loïc Le Floch-Prigent, l'ancien président d'Elf, même de Philippe Jaffray, etc. Comment Elf est un État dans la plupart des pays africains, en particulier au Congo-Brazzaville, comment Elf a financé les belligérants. Parce que ne sachant pas qui va gagner la guerre. Donc, les multinationales qui viennent exploiter chez nous alimentent nos conflits, s'ingèrent dans nos conflits de la façon la plus meurtrière par les armes. Et une fois que l'un des belligérants gagne, toutes ces aides pour s'acheter les armes sont reversées dans le budget congolais comme dette. En fait, c'est une double peine. Les Congolais vont payer les dettes qui ont permis à ces belligérants d'avoir des armes pour les assassiner. Comment? C'est une double peine. D'abord, il y a des armes qui vous ont assassiné. Deuxièmement, vous devez payer ces dettes-là. Comment on paye les dettes? On diminue les budgets de santé, d'éducation, etc., etc. C'est juste incroyable. Bonjour, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de TLR TV, je suis Enda Diogène Seni. Bienvenue donc à cette nouvelle émission Umoja Ninguvu, l'union fait la force. Le thème de ce jour est donc 30 ans après, au-delà des conférences nationales pour les États-Unis d'Afrique. Nous allons donc aborder cette thématique en 5 parties. D'abord, nous commencerons par dire un mot sur le thème que nous avons choisi, en tout cas ce qui nous a inspiré pour choisir ce thème. En deuxième lieu, nous allons rappeler le contexte général des conférences nationales. En troisième partie, nous aborderons le cas du Congo-Brazzaville. Nous verrons en quatrième partie donc la souveraineté, le concept de souveraineté. Comme vous le savez, les conférences nationales se sont voulues souveraines pour la plupart d'entre elles. Et enfin, nous finirons par un plaidoyer pour les États-Unis d'Afrique. Voilà, donc nous allons commencer notre première partie qui explique donc le choix de ce thème, de ce titre que nous avons donné à cette émission. Nous l'avons intitulé donc 30 ans après, au-delà des conférences nationales, parce que justement, il y a eu un homme politique, un intellectuel camerounais qui s'appelle Hubert Kamgam, qui est décédé le 30 septembre 2020, qui donc avait écrit un ouvrage, cet ouvrage finalement historique, en 1993, car il faut s'en souvenir, au début des années 90, lorsque le vent, ce fameux vent de l'ouverture, du multipartisme, de la démocratie entre guillemets, est arrivé en Afrique subsaharienne, l'heure était plutôt à des
plutôt qualificatif de démocrate et non pas d'anticolonialiste ou de panafricaniste. Donc ce fut, pour ainsi dire, pour Hubert Kamdam, un acte de courage qu'à ce moment-là, d'écrire un ouvrage qui nous propose d'aller au-delà des conférences nationales et pour les États-Unis d'Afrique. En tout cas, Hubert Kamdam lui-même, il avait mis au-delà de la conférence nationale. Nous avons précisé au-delà des conférences nationales pour les États-Unis d'Afrique. Nous voulons lui rendre hommage. Hubert Kamdam est parti très tôt. Il est parti, bien sûr, à un âge assez important, 76 ans, mais il aurait pu encore apporter beaucoup à l'Afrique. Hubert Kamdam est un homme politique camerounais. Il a été à 3 élections présidentielles, toujours sur le thème des États-Unis d'Afrique, en articulant la nécessité de développer le Cameroun dans le cadre des États-Unis d'Afrique, ce qui est très courageux. Nous voulons lui rendre hommage aujourd'hui, car quand on regarde ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, avec la manière dont la jeunesse a repris le flambeau du combat pour le panafricanisme, on ne peut que rendre hommage à Hubert Kamdam, qui était allé jusqu'au présidentiel sur ces thèmes-là. Alors Hubert Kamdam, c'est probablement quelqu'un qui a laissé une trace très importante, mais lui-même fut disciple d'un autre Africain, puisque la question monétaire était au cœur de la réflexion d'Hubert Kamdam. Celui qui a servi de maître, en tout cas d'exemple à Hubert Kamdam, ce fut donc Tudian Pomi, Joseph Tudian Pomi, qui est l'auteur de l'ouvrage aussi devenu célèbre, Monnaie, servitude et liberté, la répression monétaire de l'Afrique. Cet ouvrage a été l'un des premiers à avoir, en tout cas, décrit la manière dont le franc CFA était un instrument redoutable d'une certaine recolonisation, d'un certain continuum colonial. Donc, il faudrait aussi là rappeler aux jeunes qui s'intéressent au panafricanisme, à toutes ces questions pour notre souveraineté, de Joseph Tudian Pomi. Mais Joseph Tudian Pomi, qui a donné comme disciple Hubert Kamdam, on a donné aussi un autre. On peut penser par exemple au professeur Nicolas Bohou, qui a publié son ouvrage en 2000. Nous étions à l'époque très peu nombreux à s'intéresser à cet ouvrage. Nous avons distribué cet ouvrage sous le manteau dans les rues de Paris autour des années 2005. Aujourd'hui, c'est un ouvrage qui est devenu populaire, qui s'intitule donc « Le franc CFA et l'euro contre l'Afrique ». Je finirai cette rubrique d'hommage en rappelant quand même que il y a eu aussi un autre Camerounais, hein. Nicolas Bohou, lui, il est ivoirien, Hubert Kamdam est camerounais, Tudian Pomi est camerounais, mais il y a eu encore un autre Camerounais, bien plus tôt, le premier d'ailleurs docteur en sciences économiques, c'est donc Castor Ossé Afana, qui a publié une thèse, en tout cas a défendu une thèse à l'époque, sur l'économie ouest-africaine, et là, à l'intérieur de cette thèse, il avait déjà développé toute une réflexion sur la souveraineté monétaire. Donc Tudian Pomi lui-même aussi a eu des exemples par le passé, et donc il est pour nous très important de rappeler toutes ces figures qui ont donné de leur vie pour le continent africain, qui ont été des patriotes jusqu'au bout, ligotés au peuple, comme dirait le professeur Kizerbo, ligotés au peuple, ils ont donné tout ce qu'ils pouvaient donner pour la liberté du continent africain. Voilà, donc c'est ce titre d'ouvrage, de l'ouvrage finalement historique de Hubert Kamdam que nous avons voulu retenir pour donner à cette émission et évidemment faire un clin d'œil à tous ceux qui ne le connaissaient pas, de s'intéresser à ce personnage qui est un panafricaniste de courage, de terrain et d'action. Venons-en à la deuxième partie de l'émission. Le contexte général des conférences nationales. Alors, on va d'abord commencer par ce qu'on appelle les origines. D'où viennent les conférences nationales? Alors, d'aucuns s'empressent toujours à expliquer, à interpréter l'histoire contemporaine du continent africain, car nous sommes là dans ce qu'on appelle l'histoire immédiate, hein, chez les historiens. L'histoire immédiate du continent africain, comme d'ailleurs l'histoire passée, son interprétation est toujours sujette à caution. On veut expliquer notre histoire à notre place. C'est ainsi que, par exemple, on attribue au discours de juin de 1990 de François Mitterrand à la Bolle la paternité des mouvements sociopolitiques qui ont bouleversé les régimes totalitaires et dictatoriaux, qui ont été nombreux sur le continent africain, les 3 décennies qui ont succédé au mouvement des indépendances. Nous pensons que cela n'est pas juste, car
il faut que la jeunesse africaine fasse attention à ce qu'on appelle la conscience historique. La conscience historique, c'est pas, comme on a l'habitude de le dire, quelque chose qui vous permet d'avoir conscience du passé. Non, la conscience historique a une notion opératoire, concrète dans notre quotidien et même de citoyenneté. Je postulerai la définition suivante de la conscience historique. La conscience historique est un double acte, c'est-à-dire que avoir conscience de la manière de plus en plus aiguë de la profondeur historique du monde tel qu'il a vécu, en même temps et corrélativement, je dirais, avoir conscience de participer à l'histoire, donc de faire l'histoire. Je me résume, être conscient du passé, c'est une chose, mais être conscient également en même temps que c'est l'homme, ce sont les hommes et les femmes qui font l'histoire. Donc on est sujet et non pas objet d'histoire. Ce qui veut dire, cela renvoie à ce qu'on appelle la possibilité de choix. Finalement, la conscience historique est de l'ordre de l'éveil, de la possibilité de choix, donc de la citoyenneté. Donc c'est pas anodin de travailler sur ce qu'on appelle les origines des faits sociaux, parce que ça dépend, est-ce que ça vous place, vous, au cœur de l'histoire, comme dynamique, ou bien comme quelqu'un qui est plutôt sur le trottoir, qui voit l'histoire se faire, alors que c'est sa propre histoire. Donc c'est pour cela que nous nous écartons beaucoup de cette façon d'interpréter les origines des mouvements ou des événements sociopolitiques africains. Il faut donc donner une définition propre. Nous dirons ceci. Le discours de la Bolle a eu lieu en juin 1990. Mais dès le mois de février 90, le Bénin a déjà fait sa conférence nationale. Le Gabon, en mars, donc mars-avril, fait sa conférence nationale. Le Congo-Brazzaville a suivi l'année suivante, c'est-à-dire qu'en 1991. Mais on peut déjà noter, il y a eu 2 conférences nationales qui ont donné le là pour que les autres pays suivent. Si on regardait vraiment les origines de fond, en réalité, l'Afrique ayant été en quelque sorte figée par rapport à la guerre froide, c'est finalement l'échec de la perestroïka, c'est-à-dire que le mouvement conduit par Mikhail Gorbatchev, perestroïka qui veut dire reconstruction, en 1985 en URSS, qui voulait reconstruire les bases économiques et sociales de l'URSS, qui était en conflit avec les États-Unis, qui échoue en 89 et qui donne lieu à ce qu'on appelle la chute du mur de Berlin, c'est-à-dire que la fin de l'URSS. Donc ça, c'est un élément lointain certes, mais qui a un trait avec le fait que l'Afrique a été figée, c'est-à-dire que les puissances internationales ont soutenu des régimes, même dans la dictature, parce qu'il fallait les justifier, soit par le péril, disons, communiste, soit par le péril, disons, capitaliste, etc. Autre origine relativement lointaine, c'est par exemple la décolonisation. Dès les indépendances, c'est bien pour ça qu'on appelle ça indépendance nominale. Il y a beaucoup d'Africains qui sont contre ces indépendances-là, qui ont perdu de leur vie, beaucoup d'exilés politiques. Entre 1960 et 1990, il y a des Africains qui ont contesté, mais on n'a pas attendu 90 pour le faire. Dès la proclamation des indépendances, beaucoup d'Africains, Lumumba, c'est le cas le plus emblématique, qui dénoncent le fait que ces indépendances sont vides, d'où indépendance nominale. Puisque nous continuons avec l'extraversion économique, nous continuons avec, entre guillemets, la soumission monétaire, nous n'avons pas le contrôle de nos matières premières, etc., etc. La liste est longue. Donc, on peut considérer que le mouvement des indépendances nominales ne pouvait conduire qu'au chaos que nous avons connu dans les années 90, puisque cela était factuellement dénoncé. Donc, il y a une origine africaine à ce que les régimes totalitaires, d'une manière ou d'une autre, combattus par les opposants africains, les résistants africains, allaient connaître une fin. Donc, le discours de la Bolle est loin d'être à l'origine des mouvements sociopolitiques qui ont donc donné lieu à ces fameuses conférences nationales. Mais on peut faire aussi un clin d'œil historique encore. Le discours de Brazzaville, août 1958. On oublie qu'en février 58, les dirigeants de l'AEF et AEF sont partis en France pour dénoncer la loi cadre. Et le général de Gaulle vient avec son référendum en août 58 parce qu'il sent bien que on ne veut plus du bicéphalisme, on veut de l'indépendance. Donc c'est une façon de prendre le contre-pied d'un mouvement qui était inévitable en quelque sorte.
On peut rappeler aussi, tout dernièrement, le 21 décembre 2019, le président Macron est parti à Abidjan réunir les pentes de la France-Afrique, dont Alassane Ouattara, pour dire qu'il fallait faire la réforme du franc CFA. Mais quelques mois plus tôt, ils avaient utilisé Alassane Ouattara au perron de l'Élysée, targuant de son statut d'économiste international pour dire que le franc CFA était une bonne monnaie, elle se portait bien, elle défendait nos économies, etc., etc. Mais le même Ouattara, quelques mois plus tôt, lorsque la France décide finalement de d'annoncer la réforme, entre guillemets encore, du franc CFA, ben, Ouattara a dû s'aligner en quelque sorte. C'est un camouflet. Or, pourquoi le président Macron le fait? Non pas parce que la France voulait en finir avec. C'est bien parce que les mouvements des jeunes africains en Afrique de l'Ouest, dénonçant le franc CFA, a pris une certaine ampleur. La France a voulu prendre encore une fois le contre-pied. Donc, on est dans cette même logique qui permet de réinterpréter l'histoire d'une certaine façon, et ça vous enlève votre rôle de sujet d'histoire. Et ça, il faut faire très attention avec ça. Maintenant, définition des conférences nationales. Alors, les conférences nationales, il faut dire qu'il n'y en a pas eu dans le monde anglophone africain, c'est sûr dans le monde francophone, c'est d'ailleurs dans les idées de Jean-Jacques Rousseau. Nous qui sommes si prompts à faire du mimétisme, là encore, on a récupéré des concepts déjà dans l'histoire française, mais bon, passons. Donc, on aurait pu appeler ça autrement, avec un peu plus d'imagination. Donc, les conférences nationales, leur objectif, c'est quoi? Ce sont des instruments, en fait, démocratiques qui permettent de mettre en place des transitions démocratiques et d'assurer des changements de système ou de régime de façon pacifique. En général, il y a 3 phases. La première phase, on abroge le système constitutionnel antérieur, qui est donc issu d'un régime dictatorial ou totalitaire. On met en place une période de transition dans un deuxième temps, qui prépare les nouvelles institutions, qui met en place les actes issus de la conférence nationale, et enfin, on fait des nouvelles élections, en quelque sorte, qui inaugurent le nouveau système, qui va donc remplacer l'ancien, qui a été donc, de façon pacifique, qui a été donc mis en procès par la conférence nationale. Voilà à peu près ce qu'on peut dire de la définition et des objectifs dits de la conférence nationale. Alors, il faut noter, dans le contexte général, que les conférences nationales n'ont pas été tenues dans tous les pays africains. Il y en a eu quelques-uns. Il y a par exemple le Bénin, bien sûr, très connu, le Gabon, le Congo, Brazzaville, le Mali, le Niger, le Zaïre de Mobutu, le Tchad, en quelque sorte. Le Tchad aussi. D'autres pays de l'Afrique francophone n'ont pas pu avoir arraché des dictatures la conférence nationale. Ils ont quand même tenu des forums, puisque la conférence, au fond, c'est un forum. Des forums, c'est-à-dire le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Centrafrique, Madagascar, la Guinée, etc. Bon, ils ont appelé ça diversement. On peut appeler ça États généraux, dialogue national, etc. Ça revenait à peu près à la même chose. Il fallait faire le procès du régime totalitaire ou dictatorial pour passer pacifiquement à un nouveau système ou à un nouveau régime à partir d'une transition, elle aussi pacifique. Alors donc, voilà à peu près dans le contexte général. Nous allons donc passer au cas du Congo-Brazzaville. Alors, comme ça a été dit tantôt, le Congo-Brazzaville a organisé une conférence nationale, en tout cas la 3e sur la liste des conférences nationales qui ont eu lieu sur le continent africain. Ce fut donc un moment formidable, un élan extraordinaire, collectif, qui a permis de faire le point, en tout cas le bilan des régimes anciens, puisque nous étions dans une crise économique extraordinaire, donc il fallait faire le point sur l'échec, le chaos, sur le régime finissant, et tirer notamment des responsabilités. Alors, de ce point de vue, ça a été une belle occasion nationale, évidemment dans un contexte très tendu, puisque le régime en place, incarné par le président Denis Sassou Nguesso, était donc coupable non seulement du bilan négatif économique du pays, mais aussi des crimes économiques et sociaux qui ont été dénoncés à cette conférence nationale. Alors cette conférence nationale s'est caractérisée par le fait que les conférenciers ont su avoir le caractère souverain. Alors c'est quoi le caractère souverain? Le caractère souverain, c'est-à-dire qu'on dépouille le président en exercice de ses prérogatives en matière de défense, en matière de présidence de gouvernement, dans un certain nombre de secteurs stratégiques du pays, pour les donner donc à la conférence nationale. Et la conférence nationale qui donnera ensuite lieu à un régime de transition qui va transférer les pouvoirs qui ont été repris, en tout cas au président en exercice, à ce régime de transition.
gouvernement de transition. À côté de ça, on va mettre en place ce qu'on appelle un conseil de parlement, c'est-à-dire qu'on appelait ça conseil supérieur de la République, qui joue le rôle de parlement, animé par Monseigneur Kombo, qui était lui-même président du présidium de la conférence nationale, qui donc est là pour pouvoir surveiller le gouvernement de transition à respecter les actes dits impératifs et souverains pris lors de cette conférence nationale. Alors, donc le Congo a réussi à avoir le caractère de souveraineté de sa conférence nationale. C'est pas tous les pays africains qui ont pu l'avoir. On peut en citer quelques-uns. Par exemple, le Bénin avait une conférence nationale souveraine, le Gabon non. Le président Bongo avait réussi à repousser cette possibilité, donc il a gardé les pleins pouvoirs pendant la conférence nationale. Le Mali n'a pas eu cette souveraineté non plus. Le Togo a eu la souveraineté pour sa conférence nationale. Le Zaïre l'a eu, mais Mobutu l'a disputé très longtemps, au point même où, Caucase, il y a un Premier ministre issu de la conférence nationale, notamment le Premier ministre Etienne Tshisekedi. Mobutu finira par nommer un autre Premier ministre. On aura même deux Premiers ministres. Il fut un temps, c'est d'ailleurs la conférence nationale la plus longue, en quelque sorte, pour ainsi dire. Donc, le Congo-Brazzaville avait obtenu cette, on va dire, ce caractère souverain de sa conférence nationale. Voyons un peu le coût de cette conférence nationale du Congo. Au début, elle a été prévue donc que pour 3 semaines, avec un budget de 400 millions de francs CFA. On se retrouve finalement une conférence relativement longue. C'est pas le Zaïre de Mobutu, mais elle est quand même relativement longue. Elle commence le 25 février pour finir le 10 juin, donc 25 février 1991 jusqu'au 10 juin 1991 également. Donc on est quand même sur 5 mois, même si on regarde bien les jours, on est à peu près 3 mois et quelques jours, mais bon, en tout cas en termes de mois, ça fait 5 mois. Alors, 1200 délégués, on a dépensé près de 3 milliards 500 millions de francs CFA en termes de per diem, de coûts en tout genre. On pourrait détailler les coûts qui ont été dépensés de cette conférence de la manière suivante. Chaque délégué avait, donc, en tout cas résident à Brazzaville, 5 000 francs CFA par jour. Pour les délégués qui venaient donc des provinces, donc de l'intérieur du pays, ils étaient donc indemnisés à 15 000 francs CFA par jour. Pour ceux qui venaient de l'extérieur, donc de l'étranger, c'est 30 000 francs par jour. Et enfin, pour les membres du présidium, ils avaient 60 000 francs CFA par jour. Alors, c'est pas rien, parce qu'il est important que la jeunesse comprenne les enjeux même autour de ces conférences nationales, parce que ça a un coût. Aujourd'hui, l'opposition africaine, de façon générale, revendique aussi des dialogues avec les mêmes régimes qui sont, enfin, les régimes qui sont en place. Le cas du Congo-Brazzaville, nous, Ligue panafricaine Umoja Congo, nous faisons partie du groupement d'opposition qui est régulièrement exigeant qu'il y ait un dialogue inclusif, etc., etc. Donc, ça suppose que nous aurons encore une fois des forums après l'échec pendant presque 3 décennies depuis 1990. Les échecs des conférences nationales, nous sommes obligés, pour tous les pays africains où la situation n'a pas beaucoup évolué, on est obligé de demander à nouveau des forums pour s'asseoir, sinon ça se fera de façon brutale, de façon violente. Donc on est encore à la recherche des mêmes forums pour régler les problèmes que nous avons réglés en quelque sorte, nous avons cru avoir réglés dans les années 90. Donc, il faut savoir que ça aura un coût. Il faut savoir se préparer à ce genre de choses. Qu'on le veuille ou non, nous arriverons à ce type de forum, car les régimes dits totalitaires ou dictatoriaux finissent par tomber. Donc nous arriverons à quelque chose de ce genre à un moment ou à un autre. Quant au bilan de la conférence nationale souveraine du Congo, alors on peut considérer qu'il y a eu, d'après les chiffres qui sont avancés, 268 déclarations et discours. Il y a eu 300 actes souverains et impératifs votés à la conférence nationale. On a dénombré 3000 victimes de 1963, donc l'instauration de du premier régime dit révolutionnaire jusqu'en 91. On a considéré qu'il y a eu 3000 victimes successifs, donc au nom de tous les régimes monopartistes. On a même infligé une amende au président Denis Sassou Nguesso, qui était responsable en partie, en tout cas, des crimes économiques et politiques. On l'a infligé donc une amende de 1 milliard de francs CFA au président Denis Sassou Nguesso. Et finalement, le 10 juin 1991, on a fait cette cérémonie de lavement des mains qui a permis, dans une sorte de rituel un peu particulier, où, sans même convoquer le peuple, les conférenciers entre eux se sont pardonnés, lavé les mains en public, etc., etc. Et finalement, on a mis en place les organes de transition, où le Premier ministre André Milongo était donc chef de gouvernement et Monseigneur Kombo a pris la tête du Conseil supérieur de la République. Le président Denis Sassou Nguesso a été dépouillé de ses pouvoirs
Il est resté président jusqu'aux nouvelles élections qui devraient donc s'en suivre. Ce qui veut dire que l'histoire, il faut la connaître. Ceux qui se battent aujourd'hui, qu'ils ne pensent pas que la toute-puissance du régime actuel ne veut pas dire que nous ne reviendrons pas à quelque chose de plus raisonnable comme lors de la conférence nationale. L'histoire sert à ça, c'est de s'armer de ces connaissances-là pour pouvoir mener le combat en connaissance de cause, en sachant que rien n'est écrit d'avance et rien n'est figé. Ce n'est que la volonté des hommes et des femmes qui pourra permettre en tout cas ces changements-là. Alors, tout à l'heure, je parlais, pour aller donc vers la troisième partie de notre émission, de la souveraineté. Alors, la conférence nationale s'est voulue souveraine. Alors, on a bien vu qu'il y a eu un régime de transition qui a été mis en place, qui a brillamment fait son travail en partie, puisque il a réussi au moins à organiser des élections pour lesquelles, globalement, les Congolais considèrent que ce furent les seules élections transparentes et crédibles, qui ont donc donné lieu à un nouveau régime, aux nouvelles institutions, etc., etc. Ça, c'est une très très bonne chose, on ne peut que s'en féliciter. Mais est-ce que la conférence nationale a usé du caractère souverain qui lui a été reconnu de façon la plus, on va dire, la plus utile possible? On peut quand même s'en douter, parce que on a l'impression que la conférence nationale s'est beaucoup apaisantie sur les garanties des droits civils et politiques, notamment mise en place du multipartisme, la liberté d'expression, etc., etc. Peut-être une note aussi, il faut rappeler aussi le travail excellent de la commission assassinat, qui a été donc animée par le monsieur Roger Massema, qui n'est plus de ce monde, qui a fait un travail extraordinaire, qui a fait d'ailleurs l'objet d'un ouvrage très important là, sur la commission assassinat. On peut mettre ça au crédit de la conférence nationale. Mais voyez-vous, on peut se poser comme la question sur la souveraineté. La souveraineté, quand on l'aborde, on a l'impression que c'est quelque chose qui ne touche qu'à l'extérieur. Or, il faut peut-être revoir un peu ce concept en deux temps. Il y a en quelque sorte une forme de souveraineté intérieure et il y a aussi une forme de souveraineté extérieure. C'est ceci qui fait, on va dire, l'ensemble fait la souveraineté. Il ne faut pas limiter la souveraineté qu'à la souveraineté extérieure ou externe, comme nous avons souvent tendance à le dire. Alors, pour revenir un peu sur la souveraineté intérieure, autant la conférence nationale a sanctuarisé, a sacralisé les droits civils et politiques, on a bien vu que ça donnait un régime politique, des nouveaux régimes, enfin un nouveau système ensuite. Mais qu'est-ce qu'il en est de la souveraineté en matière des droits sociaux et économiques? Il y a une ancienne controverse lorsqu'on crée la commission en 1947 qui devrait travailler sur la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Lors des discussions dans cette commission de travail en 1947, il y a eu une passe d'armes entre l'ambassadeur de la Grande-Bretagne et l'ambassadeur de l'Ukraine. L'ambassadeur de la Grande-Bretagne soutenait que nous voulons des hommes libres, pas des esclaves bien nourris. Celui de l'Ukraine à l'époque, qui était dans le bloc soviétique, je ne parle pas de l'Ukraine d'aujourd'hui, l'Ukraine à l'époque était dans le bloc soviétique, indique que non, nous voulons évidemment des hommes libres, mais il faut savoir que les hommes libres peuvent mourir aussi de faim. Cette dichotomie a fait que la Déclaration universelle des droits de l'homme a pris en compte beaucoup plus les droits civils et politiques au départ. Par la suite, il y a eu des combats au niveau de l'ONU où on a sacralisé également les déclarations, en tout cas les droits sociaux et économiques. Je voudrais attirer l'attention de la jeunesse congolaise que ne nous laissons plus faire, il ne faut plus se laisser faire. D'une manière ou d'une autre, les Congolais, les Africains, face à des régimes qui sont bloqués, finiront par s'asseoir pour dégager les nouvelles perspectives de fonctionnement commun. Il faut veiller à ce que, de la même manière que les droits civils et politiques sont garantis lors de ces forums-là, il faut également que les droits sociaux et économiques soient garantis. C'est-à-dire que le droit à l'eau, à l'électricité, aux infrastructures sanitaires de qualité, etc., etc. Au niveau historique où nous sommes, on ne devrait pas laisser ces questions-là, c'est-à-dire de souveraineté intérieure, j'entends par là, accès à l'eau, à l'éducation, etc., tous ces éléments de base pour toute population, soient décidés par des régimes qui seront issus des élections. Non, on devrait faire garantir dans la Constitution l'applicabilité et la concrétisation, comme les droits civils et politiques, de tous ces besoins de base dont les populations ont besoin. L'eau, l'électricité, l'éducation, les infrastructures, etc. Parce qu'on a l'impression, autant la conférence nationale a fait un bon procès du régime totalitaire dictatorial qui est donc passé en tout cas les régimes successifs, 63 jusqu'à 91,
on peut noter aussi, malheureusement, on a l'impression que les Congolais ont été dans un système éducatif beaucoup plus intéressant avant 91 qu'après la conférence nationale. Et ça, c'est dommage. Et donc, nous devons travailler à ce que si forum il y a, si état généraux il y a, si débat, dialogue national il y a, les questions de souveraineté en matière de droits sociaux et économiques soient portées au même niveau que les droits civils et politiques. C'est fondamental parce que c'est ce qui fait que les populations soient engagées. On ne peut pas démocratiser sans développer. Quand on démocratise, ça donne lieu aux revendications. Quand on ne développe pas, les revendications donnent lieu à quoi? À la violence, à ce que nous avons vécu dans notre pays pendant si longtemps. Donc voilà, je voulais quand même faire un point sur ce qu'on appelle la souveraineté interne, qui me semble était un point négatif de la conférence nationale souveraine du Congo, mais ça peut s'appliquer sur la plupart des conférences nationales africaines. Je passe donc à la souveraineté externe. La conférence nationale a pâti aussi sur cet élément. On a l'impression que lorsqu'on arrive en 91, 90 disons, puisque le Bénin a commencé en 90, que le débat sur la souveraineté est clos, que les pays africains en réalité ont leur souveraineté. Ce sont certains Africains qui ont mal géré le pays, leur pays, et donc on fait leur procès. Non. Il y a les échecs successifs de ces gouvernements, mais il y a aussi un système global, ce qu'on appelle le continuum colonial, qui bat son plein. Donc nous faisons des conférences nationales où nous faisons tomber les régimes en place. D'ailleurs, on a bien vu, après un mandat, certains dirigeants qui ont été décriés en 90-91 sont revenus. Le cas de le président Kérékou au Bénin, par exemple. Le premier, c'est le symbole. Le Congo-Brazzaville, c'était le cas. Donc, les démocraties que nous avons mises en place grâce aux conférences nationales sont fragiles parce que nous n'avons pas la souveraineté. La souveraineté liée, par exemple, au contrôle de nos matières premières, au contrôle de nos ressources, parce que si nous n'avons pas ces contrôles, ceux qui sont en tout cas en train de les chercher, de pouvoir les contrôler, vont militariser les systèmes politiques, vont encourager certains leaders à être leurs représentants, leurs défenseurs dans le système démocratique pour pouvoir imposer justement la continuité de l'exploitation de ces ressources de façon antidémocratique. Donc ça, c'est un vrai problème. Alors, je prends 3 faits qui montrent que lors de la conférence nationale, en tout cas, on n'a pas tenu compte de la question de la souveraineté extérieure assez. C'est pour cela que, entre autres, dans la guerre de 97, nous avons vu ce qui s'est passé, je le précise. Donc, premier point, sous le gouvernement du Premier ministre André Milongo, donc gouvernement de transition, il y a un fait qui devrait nous interroger. Parmi les 300 actes qui ont été décidés à la conférence nationale, il y a par exemple un acte qui consistait, en tout cas des actes qui consistaient à demander au régime de transition de faire le point sur la lumière, sur les contrats qui lient le Congo avec les sociétés pétrolières. Alors, de ce fait, le Premier ministre André Milongo va donc demander à Elf Congo, devenu plus Total, de lui fournir les documents, de transmettre à un cabinet américain qu'on appelait à l'époque Thierry Anderson, les documents nécessaires pour faire l'audit et faire un dossier, un bilan au Congo, de façon à ce que le gouvernement congolais puisse décider en connaissance de cause. Il y a eu une réaction violente de la part de la France, assez brutale. Il y a même eu des remous à l'intérieur du pays. Le gouvernement Milongo a failli tomber. Des militaires, en tout cas une bonne partie de l'armée, a réagi. Sur le plan international, ça a créé beaucoup de problèmes. Hélas, le Premier ministre André Milongo n'a pas été soutenu de façon collective par toute la classe politique congolaise. Là, il s'agit de notre souveraineté. C'est-à-dire que sur des faits aussi concrets, on se rend compte que la classe politique congolaise capitule. Elle est capable de mobiliser les citoyens pour une élection de députation volée ici ou de mairie volée là, même présidentielle, mais incapable de défendre les droits, en tout cas les droits collectifs à travers nos ressources qui sont en tout cas exploitées, pillées de cette manière-là par l'ancienne puissance coloniale. Premier fait. Deuxième fait, la dévaluation du franc CFA de 1994. Le Congo, bien sûr, il y a déjà eu une élection, le président Pascal Lissouba est au pouvoir, nous sommes dans une crise politique importante, il y a même un pont aérien entre Brazzaville et Pointe-Noire, puisque le chemin de fer est coupé, les prix des denrées flambent, il y a à la fois des revendications syndicales pour les salaires, etc. Il y a des revendications politiques, des barricades dans tout le pays. Il ne s'agit pas ici
de contester la notion technique de dévaluation. La dévaluation n'est qu'un outil technique pour gérer une monnaie, pour ajuster une économie, tout simplement. Mais quel est le président qui aurait été assez fou, à ce moment où il était empêtré dans les difficultés, d'accepter de dévaluer sa monnaie de 50%, sinon de 100%, où les produits de base sont déjà augmentés du fait simplement des soubresauts politiques internes, en même temps accepte une dévaluation qui va encore augmenter les prix des denrées de base. Personne ne l'aurait fait. Et bien justement, cette dévaluation a été donc la décision du FMI, qui a demandé donc à la France, qui est donc propriétaire du franc CFA, de procéder à la dévaluation du franc CFA. Sans l'accord du Congo, du président Pascal Lissouba bien entendu, sans l'accord des autres pays africains, nous avons tous été dévalués parce que le FMI estimait qu'il fallait que nous rendions nos matières premières encore beaucoup plus compétitives. C'est-à-dire que nous puissions approfondir, accélérer, rendre encore beaucoup plus fragiles nos économies par l'extraversion. Parce que si nos matières premières coûtent moins cher avec le franc CFA, ça veut dire que nous agrandissons l'exportation de matières premières. Ça s'appelle l'extraversion, tout simplement, de l'économie. Et donc, à ce moment-là, en 94, le pays, évidemment, est en pleine crise, mais il n'y a pas un sursaut national pour dire, mais il n'est pas possible. Quelques mois après, moins d'une année, après la fin de la guerre de 97, qui a été terminée le 15 octobre 1997, en avril, le numéro 67 du Canard enchaîné décrit force détail les déclarations de Loïc Le Floch-Prigent, l'ancien président d'Elf, même de Philippe Jaffray, etc. Comment Elf est un État dans un État, dans la plupart des pays africains, en particulier au Congo-Brazzaville, comment Elf a financé les belligérants, parce que ne sachant pas qui va gagner la guerre. Donc, les multinationales qui viennent exploiter chez nous alimentent nos conflits, s'ingèrent dans nos conflits de la façon la plus meurtrière par les armes. Et une fois que l'un des belligérants gagne, toutes ces aides pour s'acheter les armes sont reversées dans le budget congolais comme dette. En fait, c'est une double peine. Les Congolais vont payer les dettes qui ont permis à ces belligérants d'avoir des armes pour les assassiner. Comment? C'est une double peine. D'abord, il y a des armes qui vous ont assassiné. Deuxièmement, vous devez payer ces dettes-là. Comment on paye les dettes? On diminue les budgets de santé, d'éducation, etc., etc. C'est juste incroyable. Mais il n'y a pas de consensus. Et tout le monde sait qu'après la guerre de 97, il y a eu des procès. Des dirigeants politiques congolais qui ont perdu la guerre ont été condamnés. Mais aucun procès, aucune démarche par la classe politique congolaise contre les multinationales qui s'ingèrent dans les affaires politiques. Et il n'y a même pas de réflexion dans les revendications politiques, y compris actuelles, pour dire comment nous pouvons sauver, quand nous l'aurons retrouvé cette démocratie, des ingérences extérieures. Ça s'appelle le combat pour la souveraineté. Voilà. Donc, nos conférences nationales ont pâti de cela, mais est-ce que c'est la conférence en soi? Pas du tout. C'est plutôt la volonté de la classe politique. C'est la conscience politique de la classe politique. C'est le niveau de patriotisme de la classe politique en réalité. Donc, la critique que nous pouvons faire de nos conférences nationales sont peut-être celles-là, quoique ce furent des moments, des forums, des élans collectifs assez intéressants. Il faut justement les compléter. Ça sert à ça de revisiter l'histoire, de dire qu'est-ce qu'on a fait bien hier, qu'est-ce qu'on peut mieux apporter demain comme contribution, sinon nous allons répéter les mêmes erreurs si nous ne tirons pas les bonnes conclusions. On va finir avec le plaidoyer pour les États-Unis d'Afrique, comme disait Hubert Kangam, puisque son fameux livre au-delà de la conférence nationale pour les États-Unis d'Afrique. Pour Hubert Kangam, on ne pouvait pas développer l'Afrique juste avec le multipartisme, juste avec les droits de l'homme, juste avec... En tout cas, pour Hubert Kangam, tout ce que les conférences nationales ont installé comme possibilité de changement étaient des conditions nécessaires mais non suffisantes. Car les États africains sont des États lilliputiens, c'est-à-dire tellement faibles, fragiles, petits, pour arriver à une masse critique qui leur permet de développer dans chaque territoire son marché pour être assez autonome et indépendant. C'est pas possible. Nous ne pouvons pas aujourd'hui, un État africain moderne ne peut pas à la fois avoir une armée pléthorique, avoir un secteur de la recherche assez costaud, avoir la diplomatie assez développée dans tous les pays du monde, en même temps régler les problèmes de l'eau, de l'électricité, etc. Donc Hubert Kangam estime qu'au-delà de la dimension sentimentale du panafricanisme, il y a la raison, comme disait Kwame Nkrumah, qui doit nous pousser à nous unir
Bien sûr, dans un territoire, dans un continent africain où il y a les droits de l'homme, il y a les libertés fondamentales, les libertés civiles et politiques, les droits socio-économiques, comme j'ai dit tout à l'heure, en même temps, nous devons créer les conditions de masse critique, donc en nous unissant pour que nous puissions compter dans un espace international où nous avons des États continents comme l'Inde, où nous avons des États continents comme la Russie, où nous avons des masses géopolitiques et géostratégiques comme les États-Unis ou l'Union européenne, on le voit d'ailleurs avec la guerre de l'Ukraine, et l'Amérique du Sud qui s'organise également. Donc, pour Hubert Kangam, nous devons aller vers les États-Unis d'Afrique comme perspective dans les discussions nationales dans chaque territoire africain. Et c'est ce que nous, Ligue panafricaine Umoja Congo, nous essayons d'apporter dans ce débat national où nous voulons que les questions de souveraineté arrivent au cœur des débats, eux aussi la question de la perspective des États-Unis d'Afrique. Car, soyons-en sûrs, c'est-à-dire que si nous ne mettons pas ces questions dans les débats publics, nous ne pourrons pas mobiliser les populations de façon positive. Les Nkrumah ont fait quelques erreurs, bien que l'héritage de Kwame Nkrumah soit prestigieux et nous en sommes ravis, mais en même temps, on peut apporter des critiques sur un certain nombre de démarches qui ont été faites, en particulier la stratégie pour aller vers les États-Unis d'Afrique. Donc, cette stratégie pour aller vers les États-Unis d'Afrique, qui a consisté à mobiliser les chefs d'État pour engager leur pays, a échoué. Parce que ces chefs d'État, en général, sont liés à des intérêts extra-africains. Et donc, aller vers les États-Unis d'Afrique, ça veut dire que on va transférer une partie des pouvoirs à un État supranational. Et donc, ça va enlever à ces chefs d'État des pouvoirs, des possibilités d'exploitation de leur propre territoire. Donc, nous estimons que la démarche qui consiste aujourd'hui à passer par le peuple, à mobiliser les peuples africains, comme ça se fait un peu en Afrique de l'Ouest aujourd'hui, où la jeunesse se saisit de la question du panafricanisme, c'est la meilleure démarche. Donc, on passe par les peuples, on panafricanise les peuples, on les éduque, on les conscientise à la fois sur les droits civiques et sociaux nationaux territoriaux, en même temps sur la perspective des États-Unis d'Afrique, qui est en tout cas la dimension qui permet dans ce monde contemporain de donner à l'Afrique les moyens de sa souveraineté, parce que les États se seront délivrés de toutes les charges liées à la diplomatie, à la défense commune, enfin à la défense, etc., à une puissance supranationale pour s'occuper finalement des problèmes concrets de gestion, de gouvernance des populations beaucoup plus efficacement. Donc, pour nous résumer, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous avons donc traité 30 ans au-delà, en tout cas 30 ans après, au-delà des conférences nationales pour les États-Unis d'Afrique. Cette émission nous a permis de revenir sur le contexte qui a permis, en tout cas, à ce que les conférences nationales arrivent sur le continent. Nous avons rappelé, à titre de souvenir et d'hommage, ce que Hubert Kangam avait déjà commencé à mettre dans le débat public au Cameroun et pour tous les Africains. On a rappelé les figures de Tudu Mpomi, la figure de Hossein Diafana, du professeur Nicolas Bohou, qui est toujours avec nous, qui continue à faire son travail de conscientisation. Nous avons rappelé le contexte général qui a fait que les conférences nationales se soient imposées en quelque sorte. Nous avons rappelé aussi le cas du Congo-Brazzaville, des grandes lignes de la conférence nationale du Congo-Brazzaville, et nous nous sommes attardés un peu plus sur la question de la souveraineté, notamment la souveraineté interne et externe, et enfin nous avons fait le plaidoyer pour les États-Unis d'Afrique. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Nous reviendrons prochainement pour un autre thème encore qui permettra de faire la conscientisation du panafricanisme. Et je vous prie de nous retrouver plus tard. Merci. Konga na biso ebonga boye, ezala konga moko.